J'ai découvert brusquement que ça m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Ferré, un aventurier qui aime se lancer des défis. Il a notamment fait le tour du monde en stop et a traversé l'Atlantique sans appareil de repérage alors qu'il n'avait jamais navigué. Il a depuis créé son propre incubateur afin d'aider les autres qui ont, comme lui, soif d'aventure. Comme il le dit si bien, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et à me laisser une review. C'est clairement ce qui m'aide le plus puisque ça permet de recommander le podcast à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Bonne écoute! Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Benjamin Ferré. Alors Benjamin, on se connaît un tout petit peu, on a eu la chance de faire la même école. Mais c'est vrai que finalement on n'est pas vraiment resté en contact et là aujourd'hui on a la chance de se reparler pour revenir un petit peu sur ton parcours que j'ai pu suivre de loin. Absolument. Ça me fait plaisir de recroiser des anciens comme ça. Le cheminement de la vie nous emmène parfois à recroiser des gens qu'on a croisés à un moment de notre vie pour différentes choses. Ouais, c'est chouette. Alors Benjamin, tu as vraiment un parcours d'aventurier. Tu vas revenir dans les détails de tes différentes expériences, mais tu as commencé par le 4L Trophy, je crois, quand tu as commencé tes études à l'IUT. Moi, à Schema, j'ai vu que, alors que je faisais mon premier stage d'études, toi, t'es parti faire un tour du monde en autostop à la rencontre d'anciens diplômés. T'as enchaîné plus tard avec, je crois, la création d'une association et un voyage, une traversée de l'Atlantique avec 2 amis à toi. Et puis pour terminer, à créer ce que tu appelles un incubateur d'aventure. Je pense que tu nous diras un petit peu, tu nous en diras un petit peu plus sur ce que c'est. Avec plaisir, ouais. Voilà, donc la première question c'est, est-ce que tu pourrais revenir sur tes différents voyages, nous expliquer pourquoi tu as eu envie de partir et en quoi consistaient ces différentes aventures? Et effectivement, il y en a eu quelques-unes. La première qui a été un peu l'élément déclencheur de tout ce qui a suivi, à mon sens, c'était le 4L Trophy en 2010. À l'époque, moi, j'avais 18 ans. Le 4L Trophy, c'est une traversée du désert marocain en 4L. Et en fait, j'ai fait ça avec un ami à l'IUT. On avait 18 ans tous les deux. On est tombé un jour sur une vidéo qui présentait le 4L Trophy. Et on s'est dit, ce truc-là, ça a l'air d'être un truc de malade. On a envie de vivre ça. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et en fait, ça a été probablement un élément déclencheur parce que à 18 ans, le fait d'avoir réussi c'était des petits budgets à l'époque, 10 000 euros, mais quand on a 18 ans, aller chercher 10 000 euros, c'est assez important. Et en fait, le sentiment de liberté qu'on a eu et un petit peu l'accomplissement d'avoir réussi à monter ce projet, ça nous a donné pas mal de force pour la suite et l'envie de revivre ça. Et donc derrière, moi, ça y est, c'était enclenché. Et donc 2 ans après, en 2012, je suis parti faire un tour du monde en stop, en solitaire, à la rencontre d'anciens diplômés de mon école qui avaient décidé de partir vivre à l'étranger. Et 3 ans plus tard, en 2015, je partais traverser l'Atlantique, mais de manière un peu particulière, c'est qu'on est parti avec 2 amis, sans GPS et en autonomie énergétique. Donc le but était de partir de Saint-Malo, d'arriver en Martinique et de faire cette traversée au Sextant. Voilà. Tu pourrais nous en dire plus parce que donc effectivement j'ai lu dans un article que vous appeliez ça la navigation astronomique. Moi je sais pas du tout ce que c'est un sextant. Alors voilà, j'ai compris un petit peu le principe, mais si vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'était. Alors en fait un sextant c'est un outil, un petit outil triangulaire qui permet de connaître sa position grâce aux astres. Donc grâce au soleil la journée et grâce aux étoiles la nuit. Et donc majoritairement on faisait ça la journée grâce au soleil. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des éphémérides qui nous permettent de connaître l'évolution des astres à travers le temps. Et nous, grâce au sextant, ça permet de calculer ce qu'on appelle une droite de hauteur. Donc, on calcule l'angle qu'il y a entre nous sur le bateau et l'astre. Et cet angle nous permet, par un calcul savant, de connaître notre latitude et notre longitude, et donc notre position sur le globe. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose de risqué ou est-ce que c'est très précis ? C'est quelque chose qui est très précis lorsque le calcul est bien fait et lorsque les conditions sont favorables. C'est-à-dire que sur un bateau, il faut savoir que
ben, ça bouge, il y a des vagues, il y a du vent, il y a parfois des nuages qui masquent le soleil. Donc en fait, selon les conditions, on est plus ou moins sûr du point qu'on a élaboré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, pendant notre traversée, on a, entre guillemets, raté l'île de Madère. C'est-à-dire qu'on avait du mauvais temps pendant plusieurs jours. Donc l'incapacité de faire un point au sextant et donc de connaître notre position. Ce qui fait qu'on est passé à côté de l'île sans s'en rendre compte. Alors que nous, sur notre carte, on pensait arriver pile poil dessus, quoi. Vous avez fait comment du coup? Et du coup, au bout de quelques jours à se dire, on comprend pas, on est censé être sur la carte, on a traversé Madère et en réalité, on voyait toujours pas de terre autour de nous. On a essayé de refaire des points et en fait, on a eu la chance de croiser un cargo. Et en fait, on a, via une VHF, donc un moyen de communication dans le bateau, qui peut se faire qu'avec des bateaux qui sont à proximité. Donc avec la VHF, on a demandé au cargo notre position GPS, pour le coup, on l'a reporté sur la carte. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de Madère. Et donc là, on a dû en quelque sorte faire demi-tour pour remonter vers l'île de Madère qu'on avait ratée. Vous gardez des petits jokers en fait? Ouais, on a un peu triché sur ce coup-là. Ouais. Mais c'est vrai être vraiment avoir le sentiment d'être perdu en mer, c'est assez particulier, quoi, parce que faut s'imaginer que vous faites un 360 autour de vous et que y a que l'horizon et que vous savez même plus s'il faut aller à droite, à gauche. Donc c'est assez particulier, oui. Ouais. Et du coup, c'était une traversée de combien de temps exactement? Alors, c'est une traversée qui devait durer 15 jours, entre 15 et 20 jours au départ. Nous, en fait, elle a duré 3 mois et demi. Donc, on était assez ambitieux sur le papier au départ. Il faut savoir que nous, avant de partir, on avait très peu d'expérience de navigation. Je crois qu'aucun d'entre nous trois avait passé plus d'une nuit en mer seul sur un bateau. Ah, d'accord, ok. Donc, on a monté tout ce projet-là en 4 mois. On est parti de Saint-Malo. On a mis quasiment 2 mois et demi à descendre jusqu'à l'île de Madère. En suivant les côtes, on a eu pas mal de pépins techniques. Et après la traversée de l'Atlantique en tant que telle, de Madère jusqu'à la Martinique, on a mis 19 jours. Ce qui est assez paradoxal par rapport au trajet global, en fait. À aucun moment vous vous êtes dit c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. On était parti pour faire 20 jours et là on est à plus de 2 mois, c'est pas possible. On a eu obligatoirement des moments de doute, quoi. C'est qu'il y a des moments où on n'avançait pas, où on faisait beaucoup d'escales parce qu'on cassait. Il y a une certaine tension qui commence à s'instaurer, même entre nous, quoi. C'est qu'on avait du mal à avancer, mais en fait, il y avait une vraie solidarité entre nous, et puis il y avait l'envie de prouver que c'était possible, quoi. Donc, je pense qu'à aucun moment on a eu ne serait-ce que l'idée d'abandonner. Par contre, on a découvert que c'était plus dur que ce qu'on avait imaginé, ça c'est sûr. Quand tu dis on cassait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de matériel sur le bateau et nous, alors c'est peut-être lié à notre méconnaissance de la navigation au départ, on a cassé premièrement un safran. Donc le safran, c'est l'appendice qui permet de diriger le bateau en fait. Et donc ça nous est arrivé en plein milieu du golfe de Gascogne. Donc il a fallu réparer une partie en mer et ensuite rejoindre la terre la plus proche pour réparer à terre, sachant qu'on était dans des conditions qui étaient assez dantesques. On avait énormément de vent, on avait 40 nœuds de vent, donc c'est l'équivalent d'à peu près 80 km/h, beaucoup de mer, et voilà. Donc c'est ce genre de casse ou ce genre de conditions météo qui font qu'on était souvent amené à devoir se mettre à l'abri le long des côtes. Et comment tu fais pour te diriger dans ces cas-là? Eh ben, nous, on avait la chance d'avoir 2 safrans, c'est-à-dire l'un de chaque côté. Nous, on en a cassé un, et du coup, on était obligé d'incliner le bateau d'une certaine façon pour que l'appendice qui est planté dans l'eau puisse avoir un certain impact, et donc pouvoir diriger autant que faire se peut le bateau, mais ce qui était une manœuvre assez difficile. Et du coup, tu m'as expliqué que vous aviez aucune expérience avant ce voyage, enfin, ou très peu. Du coup, comment vous êtes préparé? Déjà, est-ce que le bateau, vous l'avez plus ou moins construit, retapé? Est-ce que vous l'avez pris tel quel? On l'a pris tel quel, on lui a simplement mis des nouvelles voiles. Et en fait, c'est ce que j'adore dans ces projets, c'est ce que ça engendre dans les rencontres, dans les émotions que ça peut procurer. Et en fait, le bateau en est un exemple très, très simple, c'est que nous, on n'avait pas de bateau à 4 mois du départ. On ne savait pas comment on allait faire. Et on a trouvé un propriétaire de bateau à Saint-Malo
Et en fait, on avait loué son bateau pour s'entraîner en fait à faire du bateau tous les trois. Et ce bateau, on l'a trouvé génial. Et donc, on a présenté le projet au propriétaire en lui disant voilà ce qu'on est en train de préparer, une traversée de l'Atlantique en autonomie énergétique pour promouvoir un peu aussi la transition énergétique. Et cette personne-là était extrêmement sensible à notre discours. Et donc, il a décidé de nous prêter son bateau, ce qui est absolument exceptionnel. Donc, il nous a dit, écoutez, les petits gars, vous avez l'air de porter un beau projet. Je vais vous prêter mon bateau et vous allez faire votre projet. Et puis, quand vous allez revenir, vous allez me le rendre. Et voilà comment on a trouvé ce bateau-là, en fait. C'est génial. Parce que d'habitude, les personnes qui font des traversées, ils achètent un bateau puis ils le revendent une fois que le projet est terminé, c'est ça ? Ouais, soit c'est leur bateau et donc ils traversent l'Atlantique avec, soit ils doivent le louer, soit ils doivent l'acheter. Nous, on a eu cette chance-là d'avoir, par le projet, de rencontrer, et il n'y a pas que cette rencontre-là, il y en a eu des dizaines et des dizaines d'autres très inspirantes, mais celle-là en est une, et effectivement, c'est ce genre de projet qui amène ces rencontres, et Thierry, le propriétaire du bateau, est encore aujourd'hui un ami, et on continue d'avoir un contact avec lui, quoi. D'ailleurs, ça fait une bonne transition sur le budget. Qu'est-ce que ça représente en termes de budget, un projet comme ça ? Alors, tout dépend de quelle façon on le fait. Nous, on avait beaucoup de choses à faire sur le bateau. Donc, c'est un budget qui tourne autour de 50-60 000 euros, levé par des sponsors, en fait, des partenaires, qu'on arrive à convaincre de financer ce projet-là pour les valeurs qu'on porte, pour la communication interne que ça peut générer au sein des entreprises. Et qui est d'ailleurs de plus en plus vrai aujourd'hui. C'est que les entreprises, aujourd'hui, avec toute cette dynamique de quête de sens perpétuelle, ont besoin de démontrer qu'elles adhèrent à des valeurs, ont besoin de faire naître des projets inspirants. Et nous, on a eu la chance d'avoir des entreprises qui suivaient ça pleinement. Ouais. C'est quoi exactement quand tu démarches des entreprises, à la fois ton pitch et la contrepartie qu'elles gagnent ? Est-ce que c'est juste un slogan ou un logo sur ton bateau ? Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière ? Alors en fait, historiquement, le sponsoring consistait à mettre un encart publicitaire sur une voiture pour le 4L Trophy, sur un bateau, sur des bannières publicitaires. Moi, je pense que le sponsoring est fondamentalement en train de changer et qu'aujourd'hui, ce qui génère de la valeur, c'est d'une part en externe la création de contenu, donc toutes les photos, les vidéos qu'on peut adresser sur les réseaux sociaux pour faire connaître cette initiative. Et deuxièmement, la communication en interne. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de donner du sens à ses salariés, de donner du sens à ses activités. Et je pense qu'adhérer à ces projets-là en est une bonne occasion et le moyen de faire adhérer ses collaborateurs à un projet inspirant, de participer à du mécénat de compétences pour faire avancer le projet. Et voilà. J'aimerais que tu donnes un exemple. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été invité à rendre visite dans une entreprise qui vous sponsorisait pour parler un petit peu de votre projet dans les locaux, etc. Oui, bien sûr, on a fait ça. Alors, on avait différents sponsors, mais par exemple, BFG Capital, qui était l'un des sponsors. À la suite de la traversée, on a été invité chez eux à parler de la traversée de l'Atlantique. Mais en fait, ce qu'il y a de vraiment intéressant là-dedans, c'est que, déjà, même en amont, les collaborateurs étaient venus voir le bateau, la façon dont on se préparait. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est pas tant la traversée de l'Atlantique en tant que telle et le fait de raconter l'histoire, c'est aussi tout le parallèle qu'on peut faire entre ces projets d'aventure et la vie en entreprise. C'est de quelle façon les collaborateurs peuvent aussi se dépasser, de quelle façon, quand on part traverser l'Atlantique à trois, il y a une collaboration, il y a une vraie cohésion de groupe à avoir. Et en fait, les entreprises se servent de ces projets-là pour démontrer certaines valeurs et pour mettre en lumière une certaine façon de faire aussi en interne auprès de leurs collaborateurs. Est-ce que ça ne devrait pas aussi leur faire peur, d'une part, parce que tout simplement parce que vous pouvez inspirer les personnes qui travaillent dans ces entreprises, ils peuvent eux aussi avoir envie de tout quitter, de tout plaquer pour partir faire un projet un peu plus enrichissant. Ouais, et en fait, c'est presque le but, j'ai envie de dire. C'est qu'on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais on a monté à la suite de ça un incubateur d'aventure. Et l'objectif est justement de faire partir ces gens-là. Et je pense qu'il y a toute une génération qui arrive qui ne restera pas toute sa vie dans la même entreprise, a aussi beaucoup envie de changement rapidement. Et les entreprises qui auront compris qu'un collaborateur qui a envie de partir faire un projet d'aventure, de donner du sens à ce projet-là, et plutôt que de lui dire « Ok, quitte l'entreprise et puis voilà »,
de dire, OK, nous, on va adhérer à ce que tu es en train de faire, on va essayer de connecter ce que fait l'entreprise à ton projet, on va créer du contenu dessus, et ça crée vraiment de la valeur. Et ça, c'est une façon, d'une part, de conserver les pépites qu'on a au sein de nos équipes, dans les entreprises, et c'est une façon de communiquer en externe sur les valeurs que porte l'entreprise, sur les initiatives qu'on peut lancer. Et donc, en fait, moi, je pense que c'est extrêmement bénéfique si les collaborateurs des entreprises se lancent dans ce genre d'aventure en donnant du sens à leurs projets, en donnant du sens à leurs actions. Et c'est encore plus valorisant lorsque les entreprises les suivent, les accompagnent et communiquent dessus. Au final, toi, si on reprend ton parcours, tu as très peu ou quasiment pas travaillé en entreprise. J'ai travaillé, en fait, moi, à la fin de mon tour du monde et à la fin de mes études, je suis parti travailler pendant 2 ans et demi dans les VTC, donc les véhicules de tourisme avec chauffeur. J'ai bossé pendant 2 ans et demi chez Snapcar, donc, qui était un concurrent de Uber. D'accord. J'ai quitté cette entreprise dans laquelle d'ailleurs j'ai eu une expérience incroyable. J'avais un boss qui était génial. J'ai quitté cette boîte-là pour monter ce projet d'aventure et en rentrant de cette traversée de l'Atlantique, j'ai monté 2 entreprises. L'une qui est sous statut associatif, qui est l'incubateur d'aventure, et depuis janvier 2017, dans l'hôtellerie, un concept d'hôtel éco-durable et responsable qui a pour objectif de faire émerger en France des projets hôteliers qui ont cette dimension sociale et environnementale. Donc j'ai travaillé très peu en entreprise. J'ai travaillé, je pense, stage cumulé, peut-être 2 ans sous la houlette d'une entité, d'un boss traditionnel. Ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es dit j'en ai marre, parce que la plupart des gens qui changent comme ça on va dire de vie ou du jour au lendemain, c'est des personnes parfois qui sont pas épanouies dans leur travail. Et toi, ça avait pas l'air d'être le cas? Non, en fait, je pense que le fait d'avoir goûté à un peu la sensation qu'on peut avoir sur ces projets-là très tôt, le 4L Trophy, j'avais 18 ans, le Tour du Monde, j'en avais 20. En fait, d'accomplir ça très jeune, je pense que ça donne confiance en soi, ça permet de prendre conscience de son potentiel à réaliser des choses. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que d'imaginer un projet, d'imaginer un objectif, de le viser et ensuite de dépenser une énergie absolument hallucinante pour tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et je pense que l'entrepreneuriat se rapproche de ça. Et je pense que ce sont ces projets d'aventure qui, moi, m'ont donné le goût de l'entrepreneuriat et voilà, de sortir un peu du schéma traditionnel de salarié. Mais voilà, mais je pense que chacun a ses aspirations et qu'on peut tout à fait lier ses projets d'aventure en parallèle de sa vie professionnelle, soit en étant entrepreneur, soit en étant salarié, soit en étant indépendant. Ouais, tu as eu des projets qui ont été de plus en plus conséquents et qui ont abouti à chaque fois, qui ont réussi. Et du coup, je pense que c'est effectivement aujourd'hui plus simple pour toi de faire le pas, sachant que tu y es déjà arrivé et que tu peux le refaire. Eh ben, en fait, paradoxalement, non. Parce qu'en fait, tout se passe à l'échelle. C'est-à-dire, moi, à 18 ans, réaliser le 4L Trophy, j'avais une énorme montagne devant moi, je ne savais pas comment enlever des fonds, et pourtant c'était un projet qui durait 10 jours et qui consistait à, grosso modo, partir en 4L dans le désert marocain, donc qui était pas voilà, mais à 18 ans, c'était quelque chose qui était énorme. Le tour du monde ensuite a pris un peu plus d'ampleur, mais c'est toujours pareil. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours à l'échelle, c'est que plus on avance, plus on se lance des défis qui sont plus importants, mais le point de départ, on a toujours la même appréhension. Là, moi, je me suis lancé un nouveau défi qui est de participer à la Mini Transat 2019. C'est une course au large en solitaire. Et je me sens toujours aussi perdu qu'avant n'importe quel projet. J'ai l'impression d'être au pied de l'Everest et d'avoir jamais, ne serait-ce que testé une ascension. Mais c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est d'en permanence sortir de sa zone de confort et d'aller chercher plus loin que ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est ce qui permet intrinsèquement, c'est extrêmement intéressant, mais c'est surtout les rencontres que ça entraîne, en fait. C'est que tous ces projets-là, moi, j'ai eu l'impression de rencontrer à chaque fois des gens absolument extraordinaires. Là, avec le début de la Mini Transat, ça s'enchaîne de la même façon.
Et c'est à mon sens ce qui donne une vie bien remplie et voilà, et des sensations qui sont rares en fait. Tu pourrais nous parler justement des rencontres que tu as fait durant ton tour du monde en autostop, parce que c'est probablement là où tu as pu rencontrer le plus de personnes, à la fois les anciens élèves de Schema, mais aussi toutes les personnes qu'on puisse te prendre en voiture en fait. Ouais, c'était extraordinaire. J'avais deux types de rencontres. J'ai plus de 300 chauffeurs qui m'ont pris en stop pendant ces 40 000 km de tour du monde à travers 3 continents. Donc j'avais cette possibilité de rencontrer vraiment les locaux grâce au stop, d'aller chez l'habitant. Et en parallèle de ça, j'avais l'aspect un peu plus professionnalisant, c'est-à-dire en rencontrant les anciens diplômés qui, eux, étaient expats, qui, eux, m'expliquaient comment ils s'intégraient dans la culture locale. Et voilà, donc il y a eu 26 diplômés interviewés et un peu plus de 300 chauffeurs pendant tout ce tour du monde. Donc je te laisse imaginer la richesse des rencontres et aussi variée qu'inspirante tout au long de cette année de tour du monde. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué en particulier ? Il y en a plein. Là, tu vois, du tac au tac, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est une famille qui m'a accueilli à Ushuaia. En fait, j'avais un rêve absolu, c'était celui d'aller en Antarctique. J'ai eu l'opportunité d'aller en Antarctique, mais il y avait une problématique, c'est que je devais arriver à temps à Ushuaia pour embarquer sur un bateau qui allait m'emmener en Antarctique. Et donc, grosso modo, je partais de San Pedro de Atacama au nord du Chili et je devais traverser toute l'Amérique du Sud, un peu plus de 3000 km en 3 jours, donc ce qui fait grosso modo 1000 km par jour pour arriver à Ushuaia. Et cette famille dont je te parle, c'est la dernière personne à m'avoir pris en stop. Ce sont les gens qui m'ont permis d'arriver à Ushuaia. Et ces gens-là m'ont hébergé donc la dernière nuit juste avant de partir en Antarctique. Et je ne sais pas ce qui s'est passé avec eux. Il y a une espèce de rencontre fusionnelle où on a refait le monde pendant toute la nuit. Et ces gens-là, quelques années plus tard, ont envoyé un courrier. Je ne sais pas comment ils ont retrouvé mon adresse. Ils ont envoyé un courrier à mes parents pour leur dire voilà, on a accueilli votre fils pendant son tour du monde. Aujourd'hui, on a deux nouvelles personnes qui font le tour du monde à vélo qu'on accueille chez nous. Et en gros, ils exprimaient la richesse de la rencontre. Ils exprimaient ce qu'ils avaient pu découvrir sur le monde en rencontrant des étrangers qui étaient venus chez eux. Et voilà, on reste en relation épistolaire avec ses parents qui m'ont hébergé à Ushuaia. Et c'était une rencontre qui m'avait vachement marqué, moi. Il n'y a aucune rencontre, on en parlait la dernière fois avec un de mes invités sur ce podcast, Thomas Despin, qui est parti en voyage aussi. Et c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts sur les voyages et il arrive parfois que malheureusement les rencontres soient un petit peu plus compliquées. Est-ce que toi ça a été ton cas à un moment donné ou vraiment pas du tout ? Je me dis sur 400 personnes... Ouais, et moi pas du tout. C'est là où je persiste et je signe que le monde est bien moins dangereux qu'on veut bien nous le faire croire dans les médias. C'est que j'ai fait du stop sur 3 continents et l'expérience la plus dangereuse entre guillemets que j'ai eue, c'est justement juste après Ushuaia. Et j'étais en train de remonter vers Puerto Madryn avec l'objectif de célébrer le réveillon là-bas. Et en fait, de nuit, je faisais du stop. Je suis pris en stop par 3 frères argentins dans un camion. Donc, il faut imaginer que moi, je me retrouve au milieu. Il y a donc ces 3 colosses argentins, un qui conduit, un à ma droite et un sur la petite couchette juste derrière. Et en fait, on commence à discuter, on rigole. Et dans les premières minutes, mon voisin de droite commence à mettre la main sur ma cuisse et à me dire ah, tu sais, les petits blonds en Argentine, on aime bien ça. Aïe, aïe, aïe. Donc moi, je sais pas trop si c'est une blague ou pas une blague, donc j'enlève sa main, j'essaye de rigoler, sauf que il insiste. Et donc là, moi, je commence à me dire, je vais passer mon 31, mon réveillon 2012 avec 3 Argentins, et là, je commence à me dire que mon tour du monde est en train de partir en vrille. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, ils explosent de rire, voyant que moi, je commençais à être totalement paniqué et à me dire, mais non, c'est une blague, t'inquiète pas, on va rien te faire du tout. Mais voilà, moi, c'est l'expérience la plus traumatisante que j'ai eue de mon tour du monde, c'était celle-ci. Et sinon, je suis tombé à 100% que sur des gens extrêmement bienveillants.
en tout cas en stop. Alors après, j'ai eu des merdes, hein, comme sur chaque voyage. Je me suis fait voler mes affaires, mais j'ai l'impression que ça faisait partie du voyage et qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu une mésaventure, c'est ce qui m'a permis de rencontrer des gens encore plus exceptionnels qui m'ont aidé. Et en fait, j'avais l'impression de tirer encore plus d'enrichissement des merdes que j'avais eues grâce aux gens qui m'avaient aidé par la suite, quoi. Et ton périple, à ce moment-là, il était prévu à l'avance? Tu savais exactement qui t'allais aller voir dans quel pays, ou ça s'est un petit peu fait sur le tas? Alors, j'avais préparé un parcours général. Je savais quel diplômé j'allais interviewer et dans quelle ville j'allais les interviewer. Donc, je savais grosso modo quel était mon parcours, par quel pays je passais. Ensuite, quel était mon parcours entre telle ville et telle ville, ça, j'en avais aucune idée. Et ça dépendait justement des personnes qui me prenaient en stop. Et c'est ça qui était génial, c'est que j'avais un fil rouge qui me permettait de suivre un peu une ligne directive et de savoir où j'allais pendant le tour du monde et de ne pas me perdre. Mais à côté de ça, j'avais une ouverture à n'importe quelle opportunité. J'avais cette possibilité de vivre un peu tout et n'importe quoi entre chaque ville, grâce à l'autostop en fait. Ok, et si on revient un petit peu à nos moutons en parlant de l'incubateur d'aventure, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'incubateur d'aventure, c'est un organisme qui a vocation à faire passer à l'action des gens qui ont cette soif d'aventure au fond d'eux, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et nous, on essaye de générer des expériences déclic via des appels à projets d'aventure, et ensuite de l'émulation collective entre les porteurs de projets et des phases d'inspiration. Et on pense que ces 3 éléments clés, c'est ce qui permet de faire passer à l'action des gens pour se lancer. Est-ce que c'est que des projets à but non lucratif? C'est des projets à but non lucratif, je sais pas, mais en tout cas, c'est des projets qui doivent avoir du sens. C'est-à-dire qu'on leur demande de respecter certaines valeurs, qui sont les valeurs de l'incubateur, qui sont l'esprit pionnier, le fait de cette capacité à sortir de sa zone de confort et à se mettre en danger, la conscience environnementale ou sociétale, c'est-à-dire adresser un problème de société et de le retranscrire via un projet d'aventure, soit pour sensibiliser, soit pour avoir un impact réel et direct. Et ensuite, la volonté de transmettre. C'est-à-dire que chaque enseignement tiré de leur aventure, ils doivent au maximum la retranscrire pour en inspirer d'autres, justement, à passer à l'action. L'aspect écologique, oui. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur dans tes différents voyages, c'est l'impression que ça donne. Ouais, en fait, c'est pas du tout. Moi, c'est venu complètement avec le temps. Je suis pas du tout écolo au départ, et d'ailleurs, je pense que être écologiste, c'est plus faire preuve de bon sens qu'autre chose. Mais effectivement, la dimension environnementale, quand on a un peu voyagé et qu'on a eu la chance de voir des paysages absolument splendides et qu'on voit de quelle façon ils évoluent, la conscience environnementale, elle vient toute seule et ça devient une nécessité en fait. C'est qu'aujourd'hui tout le monde le sait, tous les spécialistes le disent, et qu'on a besoin de changer, d'améliorer ça pour avoir un monde meilleur et un monde qui respecte un peu plus cette dimension-là, quoi. Donc c'est plus la transition énergétique qui est importante, et la dimension environnementale fait sens, et je pense en fait que les projets d'aventure permettent de sensibiliser très largement là-dessus, parce que c'est des projets qui font rêver et donc qui permettent de sensibiliser sur cette dynamique-là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous leur apportez exactement à ces projets? Est-ce que c'est un réseau, des contacts pour financer leurs projets? Alors en fait, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on fonctionne par des appels à projets. Donc on lance un appel à projet d'aventure, on sélectionne des projets, avec eux on organise un grand tour d'émulation collective pendant à peu près une semaine en France, et destiné à les faire passer à l'action. Et une fois qu'ils sont passés à l'action, on a ce qu'on appelle des coordinateurs de projet, des gens qui sont là quand ils ont besoin de nous, et en fait nous on les aide à des étapes clés du projet. On les aide par exemple sur la recherche de sponsors, comment intéresser les entreprises. On les aide sur le timing dans la gestion de projet, éventuellement leur présenter un réseau pour aller chercher des informations là où il faut. Et voilà.
Quand tu parles d'émulation collective, c'est quoi exactement? En fait, vous mettez tous les projets ensemble et après, il y a une sorte de brainstorming entre eux? Ouais, c'est ça. En fait, ce que j'appelle émulation collective, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens qui rêvent aujourd'hui en France, mais parfois, le fait de réunir 30 porteurs de projets un peu fous et 30 rêveurs, et ben en fait, rêver devient la norme. Et donc, on n'est plus tout seul dans un coin avec son entourage qui peut nous dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es fou, mais tu es en train de mettre en péril ton avenir ou ta vie professionnelle. Et en fait, nous, une des façons qu'on a vu de faire passer à l'action les gens, c'est leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin à rêver et qu'il y a des milliers d'autres personnes qui rêvent et que c'est possible et que voilà, c'est ça ce qu'on appelle l'émulation collective. Rencontrer des personnes un peu plus folles que toi, ça permet de repousser les limites. Ouais, exactement. C'est se rendre compte que c'est les deux phases. L'émulation collective, c'est rencontrer des gens qui sont sur la même phase, donc en train de rêver à un projet. Et puis, il y a une phase d'inspiration qu'on met aussi en place dans l'incubateur, c'est-à-dire faire rencontrer des gens qui l'ont déjà fait pour que les gens qui sont en train d'y penser se disent « Ok, si lui l'a fait, moi, je peux le faire aussi ». C'est d'ailleurs un petit peu le principe de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui ont un parcours vraiment, vraiment atypique, qui ont fait plein de choses différentes. Et je pense que la majorité des auditeurs, c'est aujourd'hui des gens au même titre que moi, hein, qui sont dans un travail conventionnel et ça permet de nous faire rêver un petit peu. Bah si ça peut aider à ça, mais moi je souligne l'initiative. Enfin, j'ai écouté quelques-uns des podcasts, notamment le dernier, le 7e, je crois, je crois que c'était Thomas, c'était ça. Thomas, ouais. Sur Thomas qui avait fait son tour du monde à vélo. Et effectivement, je pense que lorsqu'on peut s'identifier à des personnes en se disant mais tiens, moi je ressemble un peu à cette personne-là et s'il l'a fait, bah moi je peux le faire aussi. Et ben c'est ce qui permet un petit peu de faire passer à l'action, quoi. Et du coup, d'un point de vue financier, quel est votre business model? Comment vous faites de l'argent avec cet incubateur? Ouais, excellente question. On nous la pose souvent. On a trois sources de revenus. La première, c'est qu'on a une structure événementielle qui organise des team building et des séminaires d'entreprise autour de l'aventure. Donc, des entreprises font appel à nous pour faire des séminaires entre 15 et 20 personnes. Première source de revenus. Deuxièmement, c'est du sponsoring pur, donc c'est-à-dire des entreprises qui nous rémunèrent pour associer leur entreprise aux valeurs qu'on porte et aux événements qu'on organise. Et troisièmement, on a une structure qui aujourd'hui est en train de se mettre en place, qui est une structure de conseil aux managers qui sont confrontés justement à toute cette nouvelle génération qui arrive en quête de sens et qui, grosso modo, au bout de 3 ans, dit voilà, moi j'adore mon boulot, mais j'ai envie de partir faire un projet d'aventure ou un projet d'exploration qui a du sens. Et on aide les entreprises à appréhender ces profils-là et à faire en sorte de les accompagner, d'accompagner leurs talents pour qu'ils restent dans l'entreprise, qu'ils fassent leur projet et qu'ils créent du contenu inspirant dessus, sur la marque, plutôt que de les avoir formés pendant 3 ans et qu'ils s'en aillent faire leur projet et qu'ils ne reviennent jamais. Donc en fait, pour les projets incubés, c'est tout bénef, si j'ai bien compris. Oui, alors que ce soit des projets qui viennent des entreprises ou que ce soit des porteurs de projets qui ressortent des appels à projets qu'on lance, c'est tout bénef. Et pour la partie entreprise pure, effectivement, l'objectif, c'est que l'entreprise soit contente, ait gardé un talent et réussi à créer du contenu inspirant sur le projet, que la personne, le salarié puisse se dire « j'ai réussi à réaliser mon rêve grâce à cette entreprise », qui crée une certaine fidélisation. Et puis nous, on y retrouve notre compte parce que on accomplit quelque part un petit peu notre vision avec cette méthodologie-là. Donc vos clients, c'est principalement les entreprises aujourd'hui? Oui, c'est les entreprises. Nos clients, les personnes qui nous permettent de faire vivre l'incubateur, ce sont les entreprises, parce que on veut que les appels à projets et le grand tour d'émulation collectif, ils soient gratuits, ou en tout cas une participation très symbolique, parce que en fait, on a la conviction que les gens qui portent ces projets-là aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais sans caricaturer, il y en a beaucoup qui ont les moyens, qui ont eu l'environnement familial qui font qu'aujourd'hui ils peuvent se lancer là-dedans sans avoir le sentiment de prendre trop de risques. Moi, je suis le premier concerné, hein. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une éducation, d'avoir fait une école de commerce, et donc je pense que c'était plus facile pour moi de faire ces projets-là. Et l'objectif de l'incubateur à terme, c'est de faire en sorte que ce soit pas
que ces gens-là qui puissent faire des projets d'aventure et que via les appels à projets, eh ben, on aille aussi chercher des gens qui sont pas forcément issus d'écoles de commerce, mais qui sont peut-être issus de banlieues un peu plus en difficulté, et que ces gens-là aussi puissent réaliser des projets d'aventure, puissent se lancer dans des projets qui aient du sens et puissent prendre conscience de leur potentiel à réaliser des grandes choses. Et voilà. Tu dis souvent on, je t'ai pas posé la question, est-ce que tu fais ça avec tes deux amis qui ont fait la traversée de l'Atlantique? Ouais, absolument. On est 7 aujourd'hui dans l'incubateur. Il y a les 2 amis avec qui j'ai traversé l'Atlantique. Il y a une 4e personne qui n'était pas sur le bateau, mais qui était notre relais à terre et qui s'est occupé de toute la communication, tout le relais média, et qui fait aussi partie de l'incubateur aujourd'hui et qui a été partie prenante depuis le lancement. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui se sont greffées au fur et à mesure et qui aujourd'hui contribuent à faire vivre l'incubateur de manière bénévole aujourd'hui. Et on l'espère à terme avoir, grâce à ce modèle économique, de faire vivre l'incubateur de manière durable. C'est quoi d'ailleurs vos statuts? Donc vous êtes les 3 cofondateurs. Après, il y a des personnes en CDI déjà? Non, il n'y a pas de personnes en CDI. Là, on espère avoir 2 services civiques qui vont arriver dans les prochains mois. Sinon, on prendra des stagiaires. Et au fur et à mesure que l'incubateur prendra son envol, et ben, le but, effectivement, c'est de pouvoir recruter des gens à plein temps dessus pour changer d'échelle et pour grandir et accompagner de plus en plus de projets, mais toujours de manière ultra qualitative. On vise vraiment des projets qui ont un fort impact, quitte à en avoir 1, 2, 3 par an, plutôt que à en avoir 15, mais de le faire moins bien. Tu parlais tout à l'heure de ta nouvelle traversée en solitaire et tu as aussi évoqué le fait que tu crées une nouvelle entreprise autour de l'hôtellerie. Donc je voulais savoir un petit peu aujourd'hui comment tu répartissais ton temps. Quel était ton focus? Eh ben, c'est une question que je me pose tous les matins. Aujourd'hui, il y a l'incubateur d'aventure qui prend une partie de mon temps. Il y a ce projet entrepreneurial de faire émerger ce projet d'hôtel. Et il y a le prochain défi sportif qui est la Mini Transat. Et voilà, j'essaye de répartir mon temps de manière presque équivalente entre ces différentes activités, sachant que la partie hôtelière ces derniers temps m'a demandé énormément d'énergie et de temps. Et voilà, j'essaie de lier tout ça, ce qui est effectivement pas toujours facile, mais voilà, j'essaie de m'organiser avec rigueur pour pouvoir mener tout ça de front. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu vraiment être le facteur déclencheur de tout ça que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent, que ce soit, je sais pas, un documentaire, un livre, quelque chose qui vraiment qui aurait été game changer pour toi et sans quoi tu te serais pas lancé? Je sais pas, je pense qu'en fait c'est juste d'avoir fait un jour le premier pas pour un truc que je pensais difficilement réalisable. Donc à ma petite échelle, moi c'était le 4L Trophy qui a été généré par une vidéo qui m'a inspiré. Moi j'ai vu plein de 4L aller à fond au milieu du désert et ça m'a fait rêver avec le pote avec qui on voulait faire ça. Et en fait je sais pas s'il y a vraiment voilà un bouquin ou un documentaire qui inspire particulièrement, mais c'est de se dire à un moment je fais le premier pas, quoi. Il y a un proverbe très bon qui dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est d'avoir ça en tête et de se dire à un moment je fais ce premier pas et puis ça me sort de ma zone de confort et je verrai bien ce qui se passe. Mais j'essaye. Et puis on se rend compte que ça marche. Et une fois qu'on a constaté que ça avait marché une fois, on se dit que ça peut marcher toute la vie. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. je vais changer ma question. Je demanderai quel est le proverbe qui permet aux personnes de se lancer. Eh ben, écoute, super Benjamin. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver sur tes différents projets? Comment on te suit? Ouais, alors c'est surtout sur les réseaux sociaux. Il y a l'incubateur d'aventure qui s'appelle Imago, qui anciennement s'appelait Cap à l'Ouest, qui a changé de nom la semaine dernière. Imago, pour la petite histoire, c'est la phase durant laquelle la chrysalide devient papillon. C'est le moment où les ailes poussent. C'est pour ça qu'on s'appelle Imago aujourd'hui.
Donc Imago Incubateur d'Aventure sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Et pour le projet de Mini Transat, ça s'appelle Benjamin envoie le pépin, parce que sur un bateau, la grande voile d'avant, le SPI, on appelle ça un pépin. Et voilà, ça s'appelle Benjamin envoie le pépin. Là, ce projet-là, il vient de débuter. Il y a les premiers entraînements qui débutent. Et on peut faire ça pareil sur les réseaux sociaux. Et pour l'incubateur d'aventure, il y a un site qui est en construction, qui s'appellera Imago. Et voilà. Et pour le projet d'hôtel, ça s'appelle Herbe, Hôtel éco-durable et responsable, qui est en appel d'offres aujourd'hui dans le cadre de Réinventer Paris et qui, je l'espère, sera lauréat en 2018 pour voir ce projet sortir de terre. Super, et tu parlais tout à l'heure d'appel à projet. Est-ce que si quelqu'un t'écoute et a envie de t'envoyer un email ou de postuler parce qu'il a un projet en tête qu'il aimerait réaliser, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as une adresse email à lui donner? Oui, alors en fait l'appel à projet fonctionne à une date clé, donc c'est pour ça que je donne pas d'adresse email, mais j'invite les personnes qui sont potentiellement intéressées par ça de surveiller les réseaux sociaux de Imago. Il y a un appel à projet d'aventure qui va sortir probablement au mois d'avril. Et ensuite, une sélection des projets qui se fera dans les 2 mois qui suivront pour second tour d'émulation collective qui aura lieu probablement la dernière semaine d'août. Voilà. Ok, ben super. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toi. Merci de l'invitation. Et puis, encore une fois, bravo pour l'initiative parce que pour avoir écouté quelques podcasts, c'est toujours des discours qui sont pertinents et inspirants, je trouve. Eh ben merci, ça me fait super plaisir. C'est chouette, Benjamin. Allez, à la prochaine. À bientôt. Salut Théo. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez 30 secondes devant vous et que vous souhaitez me donner un coup de main, je vous invite à aller mettre un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À bientôt.